M5 TV, je reçois Yvan Foulquier. On dit Foulquier ou Fouquier ? Foulquier. Foulquier. Il est né en Martinique. Il est business manager, reporter, journaliste, portraitiste aussi. On va parler de sa carrière, de son parcours ensemble. Et puis il a un métier également qu'il ne connaissait peut-être pas, c'est ange gardien. Parce que figurez-vous que c'est lui qui a eu une rencontre comme ça. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Une rencontre à la fin d'un salon de la gastronomie des Outre-mer, puisqu'on en a parlé, nous, sur notre plateau. Et alors, j'avais invité deux Guadeloupéennes qui, à la sortie de ce salon, ne trouvaient pas de train, pas de métro, et donc elles sont tombées sur ce monsieur. Alors, ce qui est extraordinaire, bonjour Yvan, Bonjour. c'est que vous soyez né en plus en Martinique, donc quelque part, c'était des cousines qui vous interpellaient sur le quai. Et qui plus est, peut-être même dans le même hôpital. Eh oui, peut-être. Alors vous êtes né où ? Alors moi, je suis né en 1947, donc j'ai quelques heures de vol, comme on dit dans l'aéronautique. Et je suis né à l'hôpital Clarac, à Fort-de-France, où mon père était fonctionnaire et ma maman, jeune mariée. Jeune mariée. Et alors, vous n'avez pas connu la Martinique très longtemps ? Pas encore, parce que le projet a toujours été dans le tuyau, mais il n'a jamais été à l'aboutissement pour se traduire par une visite du pays où je suis né. Ça veut dire que vous avez quitté tout petit ? Mes parents ont quitté la Martinique, j'avais 2 ans et demi, ma maman ne supportant pas le climat des Antilles. Il faisait trop chaud. Probablement, d'autant plus qu'elle espérait avoir beaucoup d'enfants et que le deuxième était déjà en route. Et le deuxième, alors vous avez pris le bateau, donc vous n'avez aucun souvenir de ça, bien sûr, ce sont vos parents qui vous racontent. Tout à fait. Et vous rentrez en métropole. Ouais. Et alors, la carrière de ce jeune garçon né en Martinique, elle est passée par plein de choses. Vous avez été business manager, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors oui, je ne suis pas passé directement du stade de bébé à business manager. Mais... Sinon, il faudrait vous faire une statue. Oui, voilà. Aujourd'hui, on dirait que c'était peut-être un surdoué, mais je n'ai jamais eu cette impression. Voilà. Alors, on est arrivé jusqu'à votre carrière de business manager. Et alors, vous faisiez quoi en tant que business manager ? Alors, je n'ai pas démarré la carrière comme business manager, bien sûr. Avant de devenir business manager, je suis passé par des étapes un peu plus modestes pour apprendre le métier, notamment à l'international, puisque je n'y étais pas préparé. J'ai démarré dans la vie active avec un petit diplôme. J'avais simplement mon certificat d'études et un diplôme qui authentifiait mes capacités pour pouvoir être employable à l'époque. Et très vite, je me suis rendu compte que les problèmes d'emploi dans certaines activités, dans certaines filières, étaient déjà existantes. Donc le problème de l'emploi que connaissent les jeunes aujourd'hui, malheureusement, nous l'avons connu, nous les anciens, déjà depuis un certain temps, puisque la France, dans cette époque-là, travaillait beaucoup pour la métallurgie. En tout cas, beaucoup d'activités métropolitaines étaient rattachées à la Fédération de la métallurgie. Donc, comme métallurgiste, j'ai été confronté tout de suite à la sortie de l'école au problème de l'emploi. Alors vous dites, j'avais un simple certificat d'études. Il paraît qu'à l'époque, le certificat d'études était beaucoup plus dur que le bac aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je ne pense pas qu'il était plus dur. Je pense qu'il a toujours été à la portée du plus grand nombre, le baccalauréat. Le but était, déjà à mon époque, d'avoir un certain nombre d'ingénieurs pour avoir comme modèle l'industrie japonaise, qui dominait déjà l'Europe dans ces domaines-là. L'automobile, la haute technologie, l'optique, la micromécanique, bref, tout ce qui touchait à la métallurgie était déjà dominé par le Japon pour ce qui concerne les produits européens et nationaux notamment. Néanmoins, ce qu'on peut affirmer, c'est que tout en étant à la portée du plus grand nombre, beaucoup de familles ne pouvaient pas se permettre d'investir pendant 5-10 ans. S'il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, pour offrir à chacun une destinée avec un bac plus 2, voire un bac plus 5. Les études étaient chères. Voilà, donc très jeune, il fallait retrousser les manches, pousser des portes, vendre ses aptitudes, vendre ses capacités, vendre ses qualités, pour pouvoir être employable. D'accord. Alors, après votre carrière de business manager, ou avant ou après, reporter, journaliste, ça arrive à quel moment dans votre vie ?
Quand on est business manager, on devient business manager avec un certain nombre de responsabilités après avoir fait quelques preuves. Donc j'ai démarré dans une société qui est très renommée, c'est un joyau de l'industrie française, qui s'appelle CGIP. J'étais rattaché dans le cadre d'une filiale à ce grand groupe qui appartenait déjà à M. Sellière, lui-même baron de la métallurgie. Mais quelque part, c'était une chance, même si ça a été relativement dur, parce que je n'avais pas le profil pour exercer à l'international. Mon anglais était approximatif et je n'avais pas une formation, bien évidemment, style école de commerce, qu'elle soit du niveau, je dirais, BTS ou chambre de commerce CCI ou ESSEC, Subdeco, qui étaient en quelque sorte des fleurons déjà à l'époque. Ça faisait référence. Donc quand je suis rentré dans cette filiale, on eût espéré que je sois à un moment à ce niveau-là. Ça n'a pas été possible. Néanmoins, j'ai essayé d'enrichir mes capacités et j'ai pris des cours pour améliorer mon anglais. Ce qui m'a permis très vite, alors qu'à l'époque, très peu d'entreprises françaises travaillaient à l'international avec les Japonais, les Américains, les Allemands, les Espagnols, voire les leaders mondiaux de la métallurgie, puisque essentiellement c'était des sociétés orientées sur la métallurgie ou dépendantes de la métallurgie. Et au bout d'un certain nombre d'années, il y a eu déjà une restructuration. Ma chance, ça a été, c'est que j'étais relativement jeune à l'époque. J'avais 35 ans, quand j'ai quitté le groupe CGIP. Néanmoins, grâce à cette expérience, j'ai pu me valoriser, j'ai pu faire valoir un certain nombre de qualités professionnelles, même si elles étaient encore très modestes. Et j'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes. J'ai travaillé pour L'Oréal. J'ai travaillé également pour des entreprises. Toujours en tant que business manager, là alors là, c'était les balbutiements du business manager. Oui. Mais en tant que business... Vous vous êtes presque vengé, j'ai envie de dire, parce que... mais absolument. Quand on sait qu'on a un handicap de ce niveau-là, c'est-à-dire quand on attend dans une entreprise un HEC ou un Subdeco, et puis qu'on a un petit bonhomme comme moi qui a simplement son certificat d'études, quelque part, on est surpris. Quelque part, on a peur même que ce type modeste fasse de l'ombre à ces écoles qui font référence toujours aujourd'hui. Mais c'est peut-être la force justement des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études et qui veulent apprendre. Ils sont peut-être beaucoup moins... parce que quand on sort avec son diplôme, quelque part, il y en a beaucoup qui disent « Oh, ben moi je sais, donc j'ai pas besoin d'apprendre ». Mais quand on a juste, comme vous dites, un certificat d'études, on se dit « J'ai encore beaucoup de choses à apprendre ». Donc l'état d'esprit est peut-être aussi différent, ça permet une plus grande ouverture. Tout à fait. En tout cas, racontez-nous de business manager, reporter, journaliste et portraitiste, comment c'est arrivé dans votre vie ? Voilà, c'est arrivé avec bonheur, je serais tenté de dire avec bonheur, parce que quelque part, j'ai démarré, je me suis dit, t'as vraiment pas de chance, parce que tous tes copains qui sont autour de toi à travailler, qui font le même travail que toi, eux, quand ils quitteront l'entreprise CGIP parce qu'il y a une restructuration, ils vont rebondir tout de suite parce qu'il y a un carnet d'adresses, il y a une école, il y a une structure, des associations, des grandes écoles qui aident à rebondir plus facilement, qui leur font des CV numérisés. Alors que moi, on me demandait pour retrouver du travail, Pôle emploi me disait non, pour retrouver du travail, vous devez faire 20 CV manuscrits par jour. Et si vous ne les faites pas, vous ne trouverez pas de travail. Ouais. Alors que tout le monde savait... Donc là, dans ce cas-là, on prend ses valises et puis on y va. Alors, dans ce cas-là, on est surpris déjà, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas tout à fait ça, le domaine de l'emploi. Surtout qu'on a appris, évidemment, la mondialisation, on nous apprenait déjà que les Américains, ça faisait déjà 15 ans qu'ils étaient avec des CV numérisés sur des microdisques. Alors que nous, en France, notre standard, c'était le CD qui faisait déjà 15 cm de diamètre. Donc, il y avait un certain décalage. Bien sûr. Donc, fort de cela, on essaye d'être moins naïf. Et à partir du moment où on est moins naïf, on compense entre les conseils qu'on nous donne qui ne sont pas forcément pertinents et ce que l'on juge intuitivement nécessaire de faire pour être efficace. Voilà. Et comme vous l'avez dit à très juste titre, quand on démarre petit dans ces milieux-là, on se dit qu'on a encore à apprendre, mais on se dit surtout que c'est tous les jours qu'on va apprendre. Et oui, mais même après la retraite, on apprend, on continue à apprendre. Donc j'ai fait beaucoup de reporting pour en arriver au vif.
En tant que manager, voire business manager, avec quelques responsabilités à l'international, puisque j'ai fini, nous dépendions d'un groupe américain, et nous réussissions, pour l'époque, avec les moyens mis à notre disposition, à vendre aux Japonais, alors que jusqu'alors, nous étions acheteurs des mêmes produits aux Japonais. Ouais, on a encore du progrès d'ailleurs à faire en parlant de mondialisation à ce niveau sur l'exportation des produits français. J'aimerais évoquer une petite partie de votre métier de reporter parce que vous faites partie de Reporters sans frontières. Tout à fait. Et vous me racontiez juste avant qu'on démarre l'interview que vous avez participé à la libération de collègues et que c'était un travail difficile. Vous aviez fait beaucoup de choses et notamment du street art, comme on dit, pour essayer de sensibiliser les gens et puis de mettre une petite pression médiatique sur les politiques. Alors racontez-nous ça rapidement. Alors, déjà, en 2 mots pour répondre précisément à la question, parce que j'étais en train de l'expliquer pour bien comprendre le cheminement, qui n'était pas très simple. En un mot, j'ai dû godiller toute ma vie. Et pour devenir business manager, on fait beaucoup de reporting pour les directions financières. Et en faisant beaucoup de reporting, en fait, on fait de l'investigation, on fait du journalisme sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Donc, tout d'un coup, j'arrive en fin de carrière, tout en ayant eu évidemment certaines satisfactions à l'international jusqu'à la fin de ma carrière. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant donc, ce côté investigation, reporting qui me passionnait quand j'étais en activité, salarié. Et tout d'un coup, pseudo-retraité ou jeune retraité, je me suis engagé auprès de Reporters sans frontières pour, d'une part, fréquenter le milieu, connaître un peu ce qui s'y passait, voir un peu quelle pourrait être la pierre apportée à l'édifice, puisque Reporters sans frontières international a son siège à Paris. C'était pour moi du pain béni de pouvoir les fréquenter, de pouvoir adhérer et de pouvoir être utile auprès de nos confrères qui étaient emprisonnés dans des conditions très difficiles. Voilà. Ils étaient en Afghanistan et ils ont été à 2 doigts de ne pas être libérés aussi vite qu'ils l'ont été. C'est grâce à une échéance électorale, grâce aux actions de Reporters sans frontières, grâce à la direction de Reporters sans frontières et de la communication, et que nous avons pu mettre en œuvre des actions auprès du public, mais aussi auprès de gens qui étaient des décideurs. Et en cela, je félicite notamment Madame Brigitte Custer, maire du 17e arrondissement de Paris, ancienne journaliste d'Europe numéro 1, qui elle-même a actionné d'une manière fort discrète pour aboutir à cette libération. Ça, c'est une bonne fin, en tout cas. Juste pour terminer sur votre métier de portraitiste. Alors, vous êtes inspiré par Doisneau, notamment, et vous dites, moi, je suis un photographe, un portraitiste qui ne fait pas de retouches. Je prends les portraits et je ne fais pas je rajoute pas de ci, de ça, c'est des portraits bruts. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a plusieurs écoles en matière de photographie, bien évidemment, il faut admettre qu'il y ait ces nombreuses écoles. Pourquoi ? Parce que la presse magazine travaille avec des sujets qui doivent être, notamment au niveau du mannequinat, les plus parfaits possibles, il faut bien le dire, un grain de beauté sur le nez. Oui, on efface tout aujourd'hui. Donc, on va mettre en valeur les sujets, et notamment les mannequins qui ont quand même une carrière très courte. Donc, il faut les valoriser pendant toute cette durée ultra courte où ils vont pouvoir travailler et préparer très jeune déjà une reconversion. Autrement dit, on est à peine dans le mannequinat qu'il va falloir penser à la fin du mannequinat. Donc ce sont des carrières qui sont ultra courtes, à quelques exceptions près. Alors qui sont-elles ? C'est Inès de la Fressange, c'est la brindille de Karl Lagerfeld, c'est également Laetitia Casta, c'est des profils de ce type-là qui ont réussi, mais je dirais, elles sont tellement peu nombreuses, à être toujours dans le circuit avec un âge un peu plus mûr que ces jeunes filles qui rêvent de devenir mannequins, qui rêvent de devenir actrices, second rôle, premier rôle, bref, tout le monde rêve à un jour meilleur, à une situation meilleure, à une situation enviable.
Ça fait rêver et il faut faire rêver pour que les jeunes puissent être intéressés par ces métiers. Bon, et alors vous mettez en avant la photo Voilà. naturelle. Naturel, Voilà, parce à l'état que brut. il y en a marre de ces photos de ces jolies filles qui sont déjà jolies sans être retouchées, mais qui en plus sont retouchées. On rallonge le cou, on met un peu plus de bras, un peu plus de jambes, etc. On n'a pas l'impression, mais en retouchant toutes ces photos, en fait, on fait des filles qu'on ne rencontrera jamais dans la rue. Hein. Tout à fait, tout Bien à fait. Et moi, je considère, comme Cartier-Bresson, comme Doisneau et comme certains autres qui sont moins connus, je citerai également Willy Rizzo, qui, lui, aux États-Unis, avait comme clientèle exclusivement les grands du cinéma d'Hollywood. Lui-même trouvait inutile la nécessité de retoucher des photos, puisque ces modèles étaient déjà parfaits, des modèles qui avaient déjà une renommée. Donc, gommer un grain de beauté sur Robert Redford, quel était l'intérêt? Enfin, il y en a d'autres. Hein. Ou un bourrelet de notre ancien président, vous vous rappelez de cette affaire? Tout à fait, tout à fait. Enfin bon, on n'a pas le temps d'en discuter, mais en tout cas... il faut être ouvert, qu'il puisse y avoir plusieurs écoles. En tout cas, moi j'ai choisi la mienne, et mes modèles, c'est Rizzo, c'est Cartier-Bresson et c'est Doisneau. Voilà. Mais les autres ont aussi beaucoup de talent. Bien sûr. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. à vous de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir.